Strasbourg, le 1er février. Au palais de justice de la ville s'ouvre un incroyable procès. Au milieu de la foule, Francine attend l'ouverture de l'audience. Dans quelques minutes, son mari va entrer dans le box des accusés. Ça va être la première journée de procès. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Que justice soit faite. C'est tellement énorme. Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est pas maintenant qu'il faut pleurer? Francine craque, son avocate vient la réconforter. Allez, c'est pas vous l'accusé, c'est lui qui doit être dans cet état-là. Je suis tellement nerveuse. Francine est la victime de ce procès. Il y a 3 ans et demi, son mari Alain lui a tiré dessus avec son fusil de chasse. La seule idée de se retrouver face à lui l'angoisse terriblement. Ça va passer, j'espère, ces 3 jours, parce que, déjà, je pense une fois assise, ça ira déjà mieux. Mais ça m'énerve quand même, hein, il y a tout le corps qui tremble. Alain, son mari, entre dans le box des accusés. Les 2 ex-époux ne s'étaient pas revus depuis le drame. Bon, déjà, il est derrière une vitre, il ne peut rien me faire. Francine n'aurait jamais imaginé s'asseoir un jour dans une cour d'assises, en face de son mari. Le drame commence par une banale histoire de divorce. Madame Haïfi, elle est venue me voir à la base pour divorcer. J'aurais jamais pu croire que j'apprendrais un jour que son mari avait tenté de l'assassiner. Maintenant, c'est vrai que dans la vie d'un avocat, je pense qu'on rencontre beaucoup de gens dans des situations critiques, difficiles. On a souvent parfois du mal à imaginer le pire, et là on a failli aller vraiment au pire. Francine s'en est sortie par miracle, mais elle reste traumatisée. C'est quelqu'un qui a peur, qui souffre et qui angoisse qu'un jour sa vie s'achève au bout d'une arme. Pendant 3 jours, la cour et les jurés vont devoir répondre à la question suivante. Alain Haïfi a-t-il délibérément tenté d'assassiner sa femme ou a-t-il seulement voulu la blesser, comme il le prétend? Tout commence par une histoire d'amour. Francine rencontre Alain en 1983. Il habite dans le village voisin. Elle a 17 ans, il en a 22. C'est le début de leur union. À cette époque, Francine est couturière, Alain menuisier. Ils décident très vite de vivre ensemble. Il a dit, tu sais, on pourrait construire et le jour du mariage, on aurait au moins une maison. J'ai dit, ah ouais, pourquoi pas, si ça te dit, oui. Ben là, entre parenthèses, il a commencé à construire. Et 3 ans après, on s'est mariés, on est rentrés dans la maison la nuit de noces. La maison est située à Hohenheim. Alain l'a construite entièrement de ses mains avec son père maçon. Il en est fier et malgré le fait qu'il habite avec Francine et leurs enfants, il se considère comme l'unique propriétaire. Il a toujours dit, c'est ma maison, tu habites dans ma maison. Il l'a construit lui, mais on a quand même aménagé ensemble, on a choisi les meubles ensemble, tout ce qu'il fallait, quoi. Les 2 enfants grandissent, les années passent, mais après 20 ans de mariage, le couple ne s'entend plus. Francine décide de quitter Alain. Elle a 40 ans. J'ai pensé, si maintenant je pars, j'aurais peut-être même plus le courage. J'avais le courage de partir, parce que c'est pas évident de partir, il faut avoir le courage. Hein. Francine quitte la maison familiale et retourne chez sa mère dans le village voisin. Alain supporte mal la séparation et la discussion s'envenime très vite sur le partage des biens, notamment sur la maison. Pour lui, c'était sa maison, il savait quand je pars, il faut partager la maison, hein, ça c'est clair. Ce que j'ai droit, j'ai quand même droit. Le dialogue est rompu pourtant 8 mois après leur séparation, fin juin 2006, Alain reprend contact avec Francine. Il m'a téléphoné un mercredi pour me demander de venir pour le partage de la maison. Et j'y suis allée sans penser à quoi que ce soit. Et il m'a accueilli, il m'a servi un café.
On a parlé du partage. Ça s'est passé normalement, hein. Il était gentil avec moi, calme. Il voulait me donner tant et tant. J'ai dit, ben, si je garde les enfants, il me faut quand même la moitié. Si tu veux plus rien donner par la suite, moi, j'ai trouvé ça honnête, quoi. La discussion est détendue. Alain lui demande de rester un peu plus longtemps. Francine accepte, mais elle avait prévu de sortir le soir avec une amie. Elle doit l'appeler pour la prévenir. Faut que je téléphone à ma copine pour lui dire que je viens un peu en retard. Alors j'ai cherché l'annuaire, je l'ai feuilleté pour chercher le numéro. Et d'un coup, il dit « Ah oui, attends encore, j'ai encore une surprise pour toi. » Il est sorti. Je pense, qu'est-ce qu'il a comme surprise pour moi? Mais j'ai continué à regarder l'annuaire, j'ai cherché le numéro. D'un coup, il vient de derrière, là, comme ça, il est rentré, il s'est mis devant moi, au bout de la table, là où il était assis, il dit « Lève les yeux. » J'ai levé. Oh punaise, il a une arme. Il a dit « Ça, c'est pour les 15 ans que tu m'as pris pour un con. » Et il a tiré. Alors j'ai dit oh, « Maintenant tu m'as tué. » Il a dit « Ben oui. » Alors j'ai réalisé que je pouvais encore parler, que j'étais même pas morte. Et j'ai fait demi-tour et j'ai couru chez les voisins. Francine se réfugie chez les voisins et s'écroule dans leur entrée. Il lui apporte les premiers soins avant d'appeler le SAMU. Elle échappe à la mort par miracle, mais les séquelles sont terribles. Elle garde 47 plombs dans le corps. J'ai pas d'autonomie de la main droite. Hein. C'est le nerf pubidal est sectionné. J'ai une grosse cicatrice au bras. En été, c'est vraiment pas beau. Hein. Moitié la poitrine qui est partie, une cicatrice au ventre. Plein de plomb dans le ventre. Des fois, on n'arrive pas à digérer. Vous avez toujours un problème de digestion. Mon corps, il a toujours comme de la fièvre. Retour au palais de justice de Strasbourg. Comme toujours devant une cour d'assises, le procès commence par le rappel des faits. Un moment douloureux pour Francine qui se retrouve assise, à côté de l'arme avec laquelle son mari a essayé de la tuer. C'est dur, surtout quand il parle de tirer et tout ça, vous avez l'impression de recevoir le coup. Hein. C'est affreux. Hein. C'est revivre tout ça, et les armes juste à côté de moi, c'est quand même un choc qu'on a eu et je pense que ça partira plus jamais. Devant l'angoisse de Francine, l'huissier retourne l'arme pour la rassurer. L'arme est vide. Hein. L'arme est vide. C'est ceux qui la tiennent qui sont dangereux, c'est pas les armes à la main. Je vous assure que l'arme est vide. Mais vous savez, depuis que je regarde un film et il y a un coup de fusil, je suis comme ça. Hein, j'ai toujours l'impression, maintenant c'est sur moi qu'ils ont tiré. C'est impressionnant. Hein. Devant la cour, Francine raconte le piège dans lequel son mari l'a attirée cet après-midi-là et la mort qu'elle a vue en face d'elle. Puis l'audience se poursuit par l'étude de la personnalité de l'accusé. Les différents témoins qui se succèdent décrivent un homme travailleur, attaché au respect des anciens et aux traditions. Ils affirment que sa rencontre avec Francine a été un bouleversement dans sa vie. Cette femme, pour lui, ça a été le grand amour et puis la fantaisie qui lui a toujours manqué. D'ailleurs, on voit nettement d'autres personnes du village qui, tout en disant c'est quelqu'un de bien, travailleur et tout, gentil et tout, qui vont quand même dire de temps en temps, oui, enfin, ils vivaient quand même au-dessus de leurs moyens, percevaient quand même beaucoup, comment est-ce qu'ils pouvaient faire? Il y a ce regard des autres dans ce village qui ne comprennent pas, parce que c'est pas comme ça qu'on vit, c'est pas comme ça que les choses doivent se passer. Les témoins affirment aussi qu'Alain porte beaucoup d'attention à son image. Il lui faut une jolie femme, de beaux enfants et une grande maison pour étaler sa réussite sociale aux yeux de tous. Il voulait toujours vivre comme un riche. Hein, et quand il a gagné 1 500 €, il racontait partout qu'il gagnait 3 000 €. Hein. Et d'après ça, il voulait aussi vivre. Hein, il voulait montrer aux gens tout ce qu'il avait. Vous avez vu, ma femme a des bijoux et t'as tout mis quand on est sorti. T'as mis tous les bijoux pour voir ce qu'on a. Et ouais, ça c'est un... Il voulait toujours se valoriser. Hein. Les témoignages révèlent une autre facette de la personnalité d'Alain Évy. Ils décrivent un homme têtu qui supporte mal la contradiction, comme l'a expliqué à la barre la sœur de Francine.
C'était vraiment un homme très agressif. Même à des gens qui lui voulaient rien, s'il n'avait pas raison, il était agressif. Il n'arrêtait plus, il continuait sur son obsession. Il était obsédé par sa parole. Sa parole, c'était la sienne et pas autre chose. Parce que bon, il pouvait être méchant, mais 5 minutes après, c'était fini. En cas de désaccord, il pouvait même aller jusqu'à menacer de tuer ses contradicteurs. Même son avocate le reconnaît. Il était capable de dire, maintenant si tu continues comme ça, je te descends. C'était une parole qui venait comme ça, à tout bout de champ. Il descendait tout le monde et quelqu'un a même dit, si tous ceux qui étaient menacés de descendre dans ces conditions étaient morts, il y en aurait quand même eu quelques-uns. Francine n'était pas épargnée par les menaces de son mari. Dès qu'il y avait une petite dispute, il a dit je te tue et tu peux partir. Et... Ouais, c'était son langage à lui, c'est pour ça. Il le disait tellement souvent qu'à la fin, on le croit même plus, vous voyez. La première journée se termine mal pour l'accusé, qui apparaît comme un homme irascible et impulsif. Francine, elle, est épuisée. C'est du passé pour moi, il m'a fait tellement de mal que j'éprouve plus rien, quoi. Je peux plus ressentir quoi que ce soit, que de la haine. Hein. Ce procès permettra-t-il à Francine de tourner enfin la page après 3 ans et demi de souffrance? Au matin du 2e jour, elle arrive la première au palais de justice. Ce matin, la cour va essayer de comprendre pourquoi Alain est passé à l'acte ce jour-là. Le psychiatre explique aux jurés que l'accusé ne pouvait pas accepter le divorce et que c'est pour cette raison qu'il aurait décidé de tuer sa femme. Il n'arrivait pas à imaginer de divorcer. C'était quelque chose qui était plus fort que lui. Et il disait que c'est pas qu'il veut pas divorcer, c'est qu'il peut pas. C'est son système de valeurs, c'est on se marie comme les parents, on vit ensemble toute sa vie, on a des petits problèmes. Il acceptait tout à fait les problèmes conjugaux, mais il espérait que un jour ou l'autre, il finirait par se remettre ensemble et il n'était pas pressé, il était prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudrait. Le psychiatre explique ensuite à la cour qu'Alain est très affecté par la séparation et qu'il espère toujours retrouver sa femme. À l'époque, il déprime, boit plus qu'à l'accoutumée et ses colères sont de plus en plus violentes. C'est dans la colère qu'il a fait ce qu'il a fait et tout de suite après, il s'est repris très vite. Il savait quelques secondes après déjà qu'il avait commis une grosse bêtise et qu'il allait en payer lourdement les conséquences. On ne peut pas excuser un acte de la part de quelqu'un qui va prendre un fusil pour tirer, quelles que soient les circonstances. Intention homicide, pas intention homicide. Lui a toujours dit qu'il n'avait jamais voulu la tuer et je pense qu'il dit vrai. Alain a-t-il voulu tuer sa femme? Aujourd'hui, il prétend qu'il a simplement voulu la blesser. Mais que va dire l'expert en balistique? Il est clair qu'une arme de chasse est conçue au départ pour chasser et donc pour atteindre des gibiers à des distances tout à fait normalement de 20, 30, 40 mètres. A fortiori, plus on est près et plus on risque une atteinte létale. Alain a tiré de très près, 1 mètre environ. Mais son avocate affirme qu'il a visé le bras. Il dit toujours « j'ai visé le bras ». Or, il est apparu aujourd'hui, ça me paraît intéressant, qui est donc une plaie délabrante du bras droit, arrachement du triceps. Et vous avez entendu les experts dire que c'est là, effectivement, que la munition a frappé. Mais Francine, elle, a toujours déclaré qu'elle avait pivoté sur elle-même et que c'est grâce à ce mouvement qu'elle a eu la vie sauve. À 1 mètre, si on prend une gerbe de plomb dans le biceps, on n'en meurt pas. Mais pour Francine, cela ne fait aucun doute. Son mari a bien eu l'intention de lui donner la mort. Quand il tire de devant, c'est pour tuer. Hein. C'est pour ça il dit qu'il a tiré de côté, c'est pas vrai. L'après-midi, l'audience reprend avec 2 témoignages très attendus. Ceux des enfants du couple, Rosalie et Sébastien. Ils avaient 15 et 18 ans au moment des faits. Depuis ce jour où tout a basculé, ils sont déchirés entre leur père et leur mère. Sébastien est allé voir plusieurs fois son père en prison. Rosalie, elle, a toujours refusé de le faire.
Elle le revoit aujourd'hui pour la première fois. Comment témoigner contre son père? Lorsqu'il se présente à la barre, Rosalie et Sébastien sont saisis par l'émotion. Les mots ne sortent pas. Rosalie éclate en sanglots. Mais pour les enfants, je trouve que c'est le plus dur. Hein. C'est le plus dur. Mais oui. Mais non. Mais c'est quand... Non, elle est à bout de force, la fille. Elle ne pouvait pas parler. Pour elle, c'est le plus... Quand je le vois, elle dit, il est encore fier. Oui, ça va. Bon, c'est dur, hein, mais... C'est un moment qui est difficile et on en a tous conscience. Elle voulait tellement dire et elle n'arrivait pas. Mais c'est pas la peine, c'est pas la peine. Les enfants, tant Rosalie que Sébastien, ont été amenés à témoigner. C'est vrai que je pense que c'était douloureux pour eux et je pense que c'était peut-être pas nécessaire. Puisqu'il faut rappeler qu'en matière de divorce, les enfants ont une interdiction de témoigner dans le divorce de leurs parents. Là, c'est comme si on leur demandait effectivement de prendre position dans le litige qui a opposé leurs parents et dans les faits qui ont été évoqués devant la cour d'assises. Et je pense que pour des enfants, c'est terrible. Fin de la deuxième journée. Ce soir, Francine et sa famille vont faire bloc autour des enfants pour les réconforter. Troisième et dernier jour du procès. C'est aujourd'hui que le verdict va être rendu. Et Francine angoisse à l'idée qu'Alain puisse un jour se retrouver dehors. C'est sûr que j'ai peur, mais je peux rien y changer. Mais non. C'est pour ça. N'importe où je vais, il me trouvera quand il veut le faire. Ah oui? Ben oui, il me trouve. La matinée commence par la plaidoirie de l'avocate de Francine. Pendant une demi-heure, Maître Vramouth explique aux jurés que l'accusé a bien eu l'intention de donner la mort. J'ai axé cette plaidoirie sur 3 points. Premier point, sur la peur qu'elle a ressentie au moment, surtout, où elle a vu son mari braquer l'arme sur elle. Deuxième point que je voulais que les jurés gardent en mémoire, c'est la souffrance qui ne la quitte plus depuis les faits. Et enfin, ma démarche était aussi de démontrer en filigrane que je pense que M. Ivy était déterminé à la tuer et non pas seulement à la blesser comme il le soutient. C'est ensuite au tour de l'avocat général de prendre la parole. Il requiert une peine de 13 à 14 ans de prison. C'est quelqu'un qui a un casier judiciaire vierge, qui est inconnu de la justice, qui n'a jamais eu le moindre problème. Par contre, la froideur, la détermination avec laquelle il a commis les faits le 30 juin 2006 ne plaide pas en sa faveur. C'est une détermination, un acte qui, à ce moment-là, peut être considéré comme réfléchi parce que commis dans le calme. Et c'est un élément qui va, au contraire, aller à son encontre. L'avocate de l'accusé va tenter de convaincre les jurés que son client était un homme en souffrance. J'ai essayé d'expliquer aux jurés ce que j'avais ressenti de la part de chez Alain Ivy, qui est un homme qui n'exprime pas facilement ses émotions, mais qui était dans une souffrance profonde, qui a fait exploser ce geste insensé qu'il va commettre parce qu'il est poussé à bout, parce qu'il lui a tout donné, il a accepté le divorce, il a accepté le partage. Et puis finalement, elle s'en fichait, elle avait autre chose en tête, cette soirée qui se préparait, cette soirée au cours de laquelle elle pensait s'amuser. Et ça, il n'a pas supporté, qu'elle n'ait pas compris cet immense sacrifice qu'il était en train de faire. Après les plaidoiries des avocats et avant que la cour ne se retire pour délibérer, le président demande à Alain Ivy s'il a une déclaration à faire. Alain se lève et déclare « Pardon Francine, je t'ai toujours aimé ». Trop tard. C'est trop tard. Vous devez y réfléchir avant. Pour moi, l'amour, c'est pas vouloir tuer une femme. Si on aime quelqu'un, on ne tue pas. Les jurés se retirent pour délibérer. L'audience est suspendue en attendant le verdict.
Dehors, un événement très rare va se produire. L'avocate de l'accusé vient réconforter la victime. Vous savez, vous n'avez vraiment, ça je vous le dis, vous n'avez aucune crainte à avoir. Hein, oui, mais j'ai tellement peur. Bah oui, non, mais contrairement à ce que disait Maître Bramont, oui, j'ai peur. Non, mais ça, vous pouvez tout à fait... Mais il faut me comprendre aussi. Mais je comprends tout, mais je peux vous dire, vous pouvez me croire. Après 3 heures de délibération, la Cour va rendre son verdict. Alain Évy est condamné à 13 ans de réclusion criminelle. Il était normal qu'il soit condamné, même l'intention homicide. Bon, ben, là, il appartenait à la Cour de décider, encore une fois, mais les 13 ans, c'est trop lourd. C'est vraiment mon sentiment. La justice, je pense qu'elle a fait son travail. Oui. 3 ans et demi après le drame et après 3 jours de procès, Francine va-t-elle pouvoir reconstruire sa vie? Alain Évy, lui, retourne à la prison de Strasbourg. Il a décidé de ne pas faire appel. Cet homme s'appelle André Bamberski. Mercredi 3 mars, il se rend au palais de justice de Paris. Pour lui, c'est un jour crucial. Il se bat depuis 28 ans pour faire condamner l'homme qui aurait tué sa fille Kalinka. Mais aujourd'hui, la Cour de cassation risque de le libérer. Si jamais aujourd'hui il est remis en liberté, ça signifierait l'inutilité donc de toute ma lutte depuis plus de 27 ans. Face à lui, Diana, la fille de l'accusé, Dieter Krombach. Elle est venue défendre son père, incarcéré à la prison de Fresnes depuis 4 mois. Je voudrais que la justice réalise et voit tout ce qu'il y a dans cette histoire de 28 années et qu'elle comprenne que mon père est innocent. Le docteur Krombach est-il coupable ou innocent? A-t-il tué et violé Kalinka en 1982? Kalinka était cette jeune fille blonde de 14 ans. André Bamberski et la maman de Kalinka avaient divorcé en 1975. La maman donc s'est remariée dans la foulée avec donc le docteur Krombach qui est un cardiologue allemand et donc est immédiatement allé s'installer à Lindau, donc en Allemagne sur les bords du lac de Constance. L'été 1982, la jeune fille est en vacances chez sa mère et son beau-père, le docteur Krombach, dans cette maison au bord du lac. À l'époque, Diana est avec eux, elle avait presque le même âge que Kalinka. Kalinka, elle était une fille très heureuse, elle était amoureuse, elle avait un petit copain qui s'appelait Ivan, et elle était absolument splendide, heureuse, et il n'y avait rien pour commencer une histoire comme ça. C'est donc le samedi 10 juillet matin vers 10h15 que la maman m'a téléphoné pour m'apprendre la mort de Kalinka. Ce qui est certain, c'est que le docteur Krombach lui a fait une piqûre intraveineuse, que cette piqûre a provoqué un choc cardiovasculaire. Et donc, ce choc a provoqué la regurgitation et l'asphyxie. Le docteur Krombach, c'est cet homme, âgé aujourd'hui de 74 ans. Bamberski est persuadé qu'il a voulu endormir sa fille pour la violer. L'autopsie du corps est faite en Allemagne, mais le père de Kalinka relève des anomalies. L'autopsie allemande n'a pas du tout précisé s'il y avait eu un rapport sexuel avant la mort ou pas, n'a pas du tout précisé si Kalinka était vierge ou pas. Et pour moi, donc, en conséquence, après leur avis technique, tout ça a été fait pour dissimuler les preuves. Donc, pour moi, et je vous dis, je suis le seul actuellement à le dire, du viol commis par Krombach sur Kalinka. En Allemagne, l'affaire est classée sans suite. Krombach n'est pas inquiété. Diana est convaincue de l'innocence de son père.
Je n'ai jamais eu aucun doute que mon père soit coupable. Il n'en est pas question, non. Parce que je le sais, j'étais là cette nuit et je connais mon père. Et non, impossible. Mais André Bamberski ne lâche pas. Il porte plainte en France. Le corps de Kalinka est exhumé. De nouvelles analyses pratiquées. Elles mettent en cause le docteur Krombach. La seule thèse juridique judiciaire actuellement retenue donc par la justice française, c'est homicide volontaire par piqûre donc intraveineuse. En 1995, 13 ans après la mort de Kalinka, le procès du docteur Krombach commence devant la justice française. Il ne se présente pas devant le tribunal, il est donc condamné par contumace à 15 ans de prison. Mais l'Allemagne refuse de l'extrader. Le docteur coule des jours paisibles au bord du lac de Constance. André fait alors une promesse sur la tombe de sa fille. Je lui ai toujours promis que j'arriverais à savoir exactement les causes, donc les conditions dans lesquelles elle est décédée et à faire mon deuil à sa mémoire. 2 ans plus tard, en 1997, nouveau coup de théâtre. Krombach est mis en cause dans une nouvelle affaire en Allemagne. Il est condamné pour abus sexuels sur une mineure, après lui avoir fait une piqûre pour l'endormir. Un scénario qui ressemble étrangement à celui qu'a imaginé André pour expliquer la mort de sa fille. Dieu merci pour cette jeune fille dont le prénom est Laura. Bon, il n'y a pas eu meurtre, mais moi je maintiens encore aujourd'hui pour Kalinka qu'il y a eu effectivement viol. Krombach est condamné en Allemagne à 2 ans de prison avec sursis. Mais Bamberski a peur qu'il ne s'évanouisse dans la nature. Pour ne pas perdre sa trace, il le traque. Depuis 1997, moi je vais 1 ou 2 ou 3 fois par an en Allemagne pour surveiller Krombach, pour donner, puisqu'il a déménagé 7 fois depuis 1997, donc il cherche à se cacher, à échapper à la justice. Mon père, il avait toujours peur. Mon père, il avait toujours dit, un jour il va me battre, il va me faire enlever parce que il n'arrêtera jamais. Hein, il lui a dit, Bamberski, mon père, je n'arrêterai jamais. En 2004, puis en 2009, un mandat d'arrêt européen est lancé contre Krombach. L'Allemagne refuse toujours de l'extrader. Mais nouveau coup de théâtre, en octobre dernier, on retrouve Krombach ligoté et attaché à cette grille à Mulhouse. Il a été kidnappé en Allemagne et amené en France. Bamberski reconnaît son implication dans cet enlèvement. J'ai donné mon accord à, disons, l'une des personnes qui m'avait approché déjà depuis pas mal de temps. Pour son enlèvement? Disons, pour qu'il soit amené en France. Pour cet enlèvement, André Bamberski est mis en examen. Il risque 10 ans de réclusion. Mais pour lui, peu importe, l'assassin présumé de sa fille est enfin sous les verrous. Il a été incarcéré à la prison de Fresnes. Pour Krombach et sa fille, ce coup de force est illégal. La justice, ce serait de le laisser repartir, venir vivre avec sa famille. Il n'en aura pas pour longtemps, ça on le sait. Il est dans un état où il est très faible et ce ne sera pas longtemps, mais au moins on l'aura avec nous. Retour au palais de justice. L'audience se termine. Que vont décider les juges? Le docteur Krombach va-t-il être libéré et repartir en Allemagne? Les journalistes se précipitent sur André Bamberski. Il vaut mieux se mettre là-bas, au fond. Monsieur Bamberski, vous êtes confiant? Là, oui. Là, je vais m'exprimer, là, au fond, si vous voulez, oui. L'avocat général s'est prononcé pour le maintien en détention de Krombach. Les juges vont-ils suivre son réquisitoire? Pour l'heure, André Bamberski est confiant. Actuellement, je pense que Krombach ne sera pas libéré. Autant j'étais inquiet et un petit peu stressé avant cette audience, autant maintenant je suis presque serein. Diana Gunther s'isole avec son avocat. Ils attendent la décision avec inquiétude.
L'avocat général a indiqué que selon lui, M. Crombart pouvait tout à fait être poursuivi en France et rester en détention provisoire en France. Que le fait qu'il soit enlevé, séquestré, violenté, ramené par la contrainte est sans conséquence sur sa détention provisoire. Ça vous fait peur ce qu'il vient de vous dire? Non, peur, c'est la réalité. Il faut y être en face. Ça ne sert à rien. Je ne suis pas le genre d'avoir peur. J'essaie de continuer. 2 heures plus tard, la Cour de cassation rend sa décision. Le docteur Crombart restera en prison et sera jugé à nouveau en France. C'est dans sa chambre d'hôtel qu'André Bamberski apprend la nouvelle. Là, c'est vraiment le soulagement complet. On connaîtra les circonstances, les causes exactes de la mort de Kalinka. La promesse que je lui ai faite et puis bon, surtout le devoir affectif et moral que j'ai pour ma fille, vont continuer. Donc après, je pourrai faire mon deuil. Le procès pourrait avoir lieu d'ici à la fin de l'année, 28 ans après la mort de Kalinka. Paris, porte de Versailles, 9 h du matin. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes. 50 à 60 000 personnes viennent ici chaque jour. L'équivalent d'une ville comme Colmar ou Chambéry, avec d'énormes problèmes de sécurité. Comment protéger une population aussi importante? Quelles sont les menaces les plus dangereuses? Et comment y faire face? Nous avons décidé de passer une journée avec les hommes en charge de la protection du plus gros salon de France. Richard Redgen est responsable de la sécurité. Dernière inspection des troupes avant l'ouverture des portes. Ça va? C'est le moment où vous recevez vos invités. Un bonheur, c'est plaisir. Voilà. Bon, après, la journée, ça risque d'être moins un plaisir. Mais bon. Là, c'est le meilleur. Enfin, le meilleur, il est froid. Vas-y, bah, lâche les portes. Gilles Crespon, à l'ensemble des équipes. Le salon ouvre ses portes. 150 personnes sont chargées d'assurer la sécurité des visiteurs. Les principaux risques, attentats, bagarres, manifestations violentes ou plus simplement enfants perdus et blessures en tout genre. Comme dans les matchs de football, une équipe de physionomistes a été mise en place pour repérer les individus suspects. Alors, j'ai aussi dans le système d'entrée, on a ce qu'on appelle des physionomistes. Ce sont des gens qui sont, dans le cadre de Vigipirate, qui vérifient le cas échéant et font ouvrir des sacs. C'est l'enfer. Une soixantaine de caméras observent les allées et venues des visiteurs. Les forces de sécurité sont prêtes à intervenir à tout moment, mais aussi à appeler en renfort policiers et médecins urgentistes. On a des limites. Nous, on est là pour accueillir les visiteurs, pour les protéger sur des tas de points. Donc c'est la sécurité, je visite tranquillement, j'ai pas de soucis. Si ils ont un arrêt cardiaque, là, c'est forcément la Croix-Rouge, c'est les médecins. S'il y a une rixe et s'il y a de la violence, nous, on n'intervient pas, on protège et dans ces cas-là, on appelle la police. C'est-à-dire qu'on est là en termes de protection, d'information, mais on ne peut pas intervenir. Je ne suis pas médecin et je ne suis pas policier. En famille ou en groupe, les enfants sont des habitués du salon. Fascinés par les animaux, ils échappent souvent à la vigilance de leurs parents. Cette maman vient de perdre son fils, âgé de 3 ans. J'ai perdu mon petit garçon. Oui. Il s'appelle Marcel. Marcel. Appel général. Le petit Marcel, 3 ans, avec les cheveux bouclés, s'est perdu et il porte un petit t-shirt prune. Il s'est perdu dans le hall 4. Ok, reçu pour GPS. En quelques secondes, l'appel est lancé dans tout le salon. Une dizaine d'hommes sont mobilisés. Tony est physionomiste au sein du groupe d'intervention. Il sait comment procéder dans ce genre de situation. Donc là, on effectue un quadrillage mobile où tout le monde se déplace et on élimine certains points un à un. Alors un point très important, c'est d'avoir une bonne description de l'enfant. Sa taille, ses vêtements, tous les détails qui peuvent nous permettre de l'identifier rapidement. On en est où avec le quadrillage? Très bien, le point du ring a été checké.
Une dizaine d'enfants se perdent chaque jour sur le salon. Les hommes de la sécurité les recherchent discrètement pour ne pas alerter un éventuel kidnappeur. On ne fait pas d'annonce et puis il y a des techniques donc, pour éviter le kidnapping d'enfants, mais ce sont des choses dont je ne peux pas parler, évidemment, qu'on ne peut pas révéler. Cela fait plus d'une demi-heure que le petit Marcel a disparu. Ok, bien pris pour moi. Donc a priori, l'enfant a été retrouvé. C'est pas bien, j'ai eu tellement peur. Moi, je t'ai cherché partout, Marcel. Il faut pas partir comme ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je te fais une punition? Non. Mais pourquoi non? Mais fallait pas partir, Marcel. J'ai eu tellement peur. Pour éviter de perdre à nouveau son fils, sa maman lui passe un bracelet avec son numéro de téléphone inscrit dessus. La sécurité du salon pourra l'appeler au cas où son fils disparaîtrait à nouveau. Quelques minutes plus tard, les responsables de la sécurité doivent gérer un autre problème. Les hommes politiques se succèdent sur le salon. Ce matin, c'est Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, qui se présente. L'homme qui ouvre le chemin avec une feuille en l'air s'appelle Christophe Bellet. C'est lui qui est chargé de veiller à la sécurité des VIP. Sa mission, éviter les mouvements de foule et prévenir les agressions. Du Maine-et-Loire. Oh là là. Le parcours a été préparé à l'avance, mais rien ne se passe jamais comme prévu. Pas possible, par ici c'est complètement bouché après. Hein. C'est vraiment trop étroit, il faut aller par là je pense. Par là et après on vienne par là. C'est pas possible. Donc on passe là? Ouais. Tu dis que c'est impossible. Et on tourne à droite. Ouais, et on reprend l'allée. Voilà, on va reprendre. Sinon on va Sinon là, ça part dans tous les sens et on ne peut pas passer dans ces endroits. L'ancien Premier ministre est détourné du parcours initialement prévu. Non, c'est juste qu'on va simplifier le parcours. On va prendre tout droit. Ah ok. Comme ça on tombe dessus. Ok. Puisqu'elle est là. Oh super. Jean-Pierre Raffarin ne s'est rendu compte de rien, et pourtant il n'en est pas à sa première visite. Écoutez, j'y viens tous les ans depuis que je suis tout petit. Mon père m'emmenait déjà. C'est une fête, c'est le moyen d'exprimer le soutien, l'affection qu'on a pour la chose agricole, pour les activités de l'agriculture. Il faut toujours accepter. Fromage de l'Ange au territoire de Neuchâtel. C'est le fromage de l'Ange au territoire de Neuchâtel. Il peut parler aussi. Nous sommes en agriculture, on parle aussi avec les mains. Vous savez, la sécurité, elle n'est jamais assurée à 100%. Hein. Donc aujourd'hui, on voit des accidents avec des déséquilibrés, mais pour le reste, vous vous promenez dans des foules comme en agriculture, les gens sont bienveillants, les gens sont attentifs et ça se passe très bien. Donc en dehors de quelques déséquilibrés qui peuvent toujours arriver, il n'y a pas vraiment de problème de sécurité. Ici, simplement, quelquefois, il faut faire le passage parce qu'il y a tellement de monde, mais globalement, il n'y a pas de difficulté. Regardez la petite vache là. Hein? Monsieur le Président. Alors là, il rentre sur le stand, c'était absolument pas prévu. Donc voilà. La sécurité va s'adapter. Les visiteurs du salon, eux, sont ravis. C'est curieux quand même. Hein. Enfin bon, moi j'ai pas l'habitude, je suis en province, donc voir des personnalités comme ça. L'habitude de voir à la télé, c'est très impressionnant. Il est entouré quand même d'hommes de police et tout ça, donc il est en sécurité. Discrète, mais la sécurité est là. Dans une autre allée du salon, un événement imprévu. Des manifestants de la CGT interpellent le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire. Ils réclament la défense de l'enseignement public agricole. Le ministre dialogue avec les manifestants. Tout se passe dans le calme, mais la sécurité est toujours en alerte. Les protestataires quittent le salon, mais Jean-Pierre Raffarin est toujours dans les stands. Et les services de sécurité veulent éviter toute confrontation. Oui, on ne souhaite pas que M. Raffarin, à sa sortie donc, de sa visite officielle, se retrouve avec une délégation de la CGT. Il n'était pas venu pour ça et en plus, il n'en est pas du tout, je pense, la cible à l'instant. Mais il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de volonté de faire autre chose. On fait du bruit. Finalement, la rencontre n'aura pas lieu.
L'ancien Premier ministre repart, satisfait de sa visite. C'était très bien, très intéressant. J'ai entendu beaucoup de revendications, beaucoup de propositions. C'est très utile. Pour l'équipe de sécurité, la tension retombe. Mais au même moment, à l'autre bout du salon, c'est le service de secours qui est mobilisé. Un accident vient de se produire. Donc là, on part en intervention au niveau du hall 7-2 où apparemment on a été appelé pour une personne blessée. Donc on va aller voir pour voir ce qui se passe exactement et savoir ce qu'on va faire un peu avec la victime et pouvoir la traiter dans les meilleures conditions. La victime est un petit garçon, Axel. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à courir devant moi, il a pris ses pieds dans les miens et il s'est vautré méchamment. D'accord, ok. Rien d'autre? Juste la tête? Il n'y a pas eu les coudes, les bras, rien du tout? Non. D'accord, ok. Nickel. Olivier décide d'emmener le petit garçon au poste de secours du salon. Ça va, allez-vous? Allez-y. Hop. Il a subi un choc à la tête. Olivier veut être sûr qu'il ne souffre pas d'un traumatisme crânien. En cas de blessure grave, le petit garçon sera remis aux pompiers de Paris. On peut avoir beaucoup d'interventions et le problème c'est que si on mobilisait les pompiers de Paris à venir ici, obligatoirement, ils auraient des délais d'intervention beaucoup plus longs pour les personnes qui sont à l'extérieur du salon, donc dans leur domicile. Axel s'en sort avec une grosse bosse, mais Olivier repart sur une autre intervention. Les secouristes du Salon de l'Agriculture sont appelés une 50aine de fois par jour. Pour l'immense majorité des visiteurs, la journée s'est passée sans encombre. Mais demain, les hommes de la sécurité vont devoir faire face à d'autres événements. Soppe-le-Bas, un petit bourg alsacien de 750 habitants. C'est ici que Jean-Pierre Trébert a été enterré dimanche dernier. Jean-Pierre Trébert, qui s'est suicidé le 20 février dans sa cellule de Fleury-Mérogis, était le principal suspect du double meurtre de Katia L'Herbier et de Géraldine Giraud, la fille de l'acteur Roland Giraud. Son procès devait avoir lieu le 19 avril prochain. Si Jean-Pierre Trébert a choisi Soppe-le-Bas pour être enterré, c'est parce qu'il a passé une partie de son enfance dans cette maison. Le maire du village se souvient de lui. C'est un enfant du village, il est né, disons, il est né à Mulhouse, mais il a grandi, disons, il a fait toute son école primaire à Soppe-le-Bas. Et donc je le voyais de temps en temps parce qu'il était enfant de cœur. Les funérailles de Trébert vont bousculer pendant quelques heures la vie de ce village paisible. Une trentaine de journalistes ont fait le déplacement de toute la France pour couvrir les obsèques. Alain Cheval est spécialiste des faits divers aux dernières nouvelles d'Alsace, le quotidien régional. On va voir comment ça se passe au niveau des gens qui seront présents, s'il y a 2-3 personnes qui vont scander quelques slogans, qui vont insulter la justice ou éventuellement les parents, on ne sait pas. Donc moi je vais simplement être là en tant que je vais jouer le rôle d'éponge, je vais prendre des notes et puis regarder comment ça se passe. Ça peut très bien se passer, mais ça peut aussi très mal se passer. Sur place, Alain retrouve son photographe, Marc. Je sais pas si c'était un moment, je sais pas si tu as repéré la sœur, Paulette. La cérémonie commence. Caméras et appareils photo ne sont pas admis à l'intérieur de l'église. Les journalistes attendent sagement à l'extérieur. Il y a du monde partout, les photographes partout. La stricte intimité, c'est toujours un petit peu difficile, quoi. Elle va se résumer à un périmètre de 5 mètres, mais bon, ça va être difficile de se décaler. La messe est terminée. Photographes et caméramans se mettent au travail. Ils vont tenter de prendre une image inédite du père de Jean-Pierre Trébert qui sort avec une canne. T'arrives. Ils vont essayer aussi de photographier la fille de Jean-Pierre Trébert. Dans le doute, ils mitraillent à la volée. Écoute, je ne veux pas dire de bêtises. Celle qui est en train de se toucher la bouche, il me semble, et de se tourner comme ça, mais elle se ressemble vachement. Ouais. Il me semble que c'est en noir. Hein, il me semble que c'est la fille, mais je ne suis pas sûr à 100% maintenant. La fille de Jean-Pierre Trébert cache son visage sous une capuche. Le cercueil est ensuite conduit dans l'allée qui borde l'église. La plupart des journalistes restent derrière le petit mur. Non, mais la tombe est toute proche. Marc, il est Marc.
Devant la tombe, la sœur de Jean-Pierre Trébert s'effondre. Venez, venez. Attention, venez vite, madame. Des amis de la famille commencent à s'énerver. Ça suffit. Non, la dignité, elle est où la dignité pour ces gens-là? C'est une amie, c'est une proche, elle est très, très énervée. Le problème, c'est qu'on pensait tous réellement que le cimetière Attenant était un peu plus éloigné, mais pas aussi proche de la route et proche de la presse, parce que là, il n'y a aucune intimité, quoi. Là, c'est difficile. L'ami de la famille continue la chasse aux journalistes. Les journalistes, ils font leur métier, on leur dit d'aller couvrir l'événement, ils doivent couvrir l'événement, ils doivent ramener de la photo, des images, voilà, point barre. Caméramans et photographes tentent d'expliquer leur travail aux villageois. Monsieur, c'est peut-être quand même, je vous dis juste entre nous, c'est peut-être quand même l'enterrement d'un meurtrier. Hein. Vous le prenez comme vous voulez. Hein. Il y a des milliers, attendez, il y a des milliers d'enterrements tous les jours en France, il n'y a pas un journaliste, il n'y a pas un photographe. Les amis de Jean-Pierre Trébert rentrent chez eux. Alain essaye d'obtenir quelques informations auprès du curé. Sandrine, c'est la fille de Paulette, donc c'est la nièce. Sa filleule, vous avez bien écouté, merci. C'est sa filleule. Voilà, nièce et filleule. Oui. Pas facile de faire votre boulot toujours. Hein. C'est vrai. Alain a recueilli les informations nécessaires pour rédiger son article. Il sera publié le lendemain dans son journal. Les obsèques sont maintenant terminées. Le village retrouve son calme. Jean-Pierre Trébert emporte avec lui les secrets d'une des affaires criminelles les plus retentissantes de ces dernières années. Une affaire aujourd'hui enterrée, sauf si un élément nouveau est découvert dans les années qui viennent.